J'appelle Karen Honoré, Anne-Ségolène Abscheit et Pierre-Marie Roy sur l'estrade. La parité est bien respectée. Alors, ma première question, elle va reprendre ce qui a été dit par Madame Bernal précédemment. D'abord, faire un bilan de l'impact du Covid sur l'enseignement supérieur. Je donne la parole à Karen Honoré, du CESI. Merci Joël, bonjour à tous. Alors pour l'impact sur le campus CESI-La Rochelle, on développe en fait 3 filières qui sont la qualité, sécurité, environnement, l'informatique et le BTP. Et nos activités sur le BTP sont centrées sur la rénovation énergétique, la réhabilitation des bâtiments. Donc je pense qu'on a quand même des secteurs en fait sur les filières qui ont été des secteurs relativement épargnés par rapport à cette crise Covid. Donc les impacts sur nos entreprises partenaires ont été présents, on l'a vu, on a un gros volume en fait d'élèves sous statut alternant, donc des apprentis, et on a eu plus de mal à faire trouver à nos différents alternants les entreprises avec lesquelles ils allaient travailler. Mais tout comme Marie-Christine, on a réussi à remplir les objectifs qu'on s'était fixés avant la crise Covid et qui nous permettent d'atteindre des chiffres tout à fait satisfaisants pour l'année à venir. Ensuite, on a eu bien sûr un impact sur les formations, le dispositif de formation, que ce soit sur les contenus, sur la mobilité internationale qui est assez caractéristique au niveau du cycle ingénieur, que ce soit sur les modalités de formation bien sûr. Et puis ensuite sur le plan humain, on a eu des équipes pédagogiques très très investies, ce qui a permis d'assurer 100% de continuité pédagogique. Et on a eu un souci que je n'avais pas détecté avant la crise Covid, c'est les problématiques d'accès à Internet, où on a eu des élèves qui, étant dans des études supérieures avec des équipements informatiques satisfaisants, se sont retrouvés en fait coincés et isolés chez eux sans accès à Internet, soit liés à des zones blanches ou soit par précarité en fait de ne pas pouvoir s'offrir en fait un accès à Internet satisfaisant. Et c'est une problématique auquel on a eu beaucoup de mal à répondre pour nos élèves et qui reste encore présente à l'heure actuelle. Ok, merci. La parole à Anne-Ségolène Abscheit de l'EXI. Trop tard. Bonjour, Anne-Ségolène Abscheit, donc directrice des études de l'EXI, l'école d'ingénieurs généralistes de Charente-Maritime. Alors nous, on a fait une très belle rentrée. On a un diplôme d'ingénieur donc généraliste avec 11 dominantes, très, très belle rentrée, plus 8% de recrutement. Sur l'apprentissage, on a en fait doublé la promotion. On n'a jamais rempli aussi vite en fait en termes de contrats d'apprentissage. Certainement grâce à l'action de l'État qui a permis de marier plus facilement les étudiants qui souhaitaient poursuivre dans cette voie et puis les entreprises intéressées. Donc j'allais dire pour nous, dans notre petit périmètre, on est très satisfait et on pense que cette augmentation, elle est due à 2 phénomènes. Le premier, c'est que d'abord, il y a une augmentation structurelle des effectifs. Il ne faut pas l'oublier, on a les baby-boomers qui arrivent en masse sur le marché de l'enseignement supérieur. Donc, on note tous une augmentation de nos effectifs. Néanmoins, quand je discute avec la profession et les écoles d'ingénieurs, il y a certaines écoles qui sont très spécialisées, qui sont dans des domaines de l'aéronautique, par exemple, qui ont subi une chute de leurs effectifs parce que les parents sont inquiets de voir certains secteurs un peu se refermer sur eux-mêmes. C'est sûr qu'à l'EXI, comme depuis l'origine, le pari avait été fait d'un diplôme d'ingénieur généraliste et ça veut dire que l'étudiant peut jouer sur beaucoup de tableaux. Il est formé à plein de choses avec une dominante, seulement une coloration finalement en fin de cursus. Il y a cette possibilité. Je pense que c'est vraiment
dans les années qui vont venir, les diplômes généralistes vont avoir le vent en poupe. Mais pour qu'ils aient le vent en poupe, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est quand on prend un petit peu plus de hauteur encore et qu'on regarde pas seulement les écoles d'ingénieurs, mais j'allais dire la formation dans son ensemble. Il faut, et on le voit par rapport aux entreprises, on a besoin de compétences techniques fortes. Donc, il faut que les étudiants, on puisse leur apporter des expertises pointues dans des domaines de pointe. Et donc, ça veut dire qu'il faut revoir nos maquettes pédagogiques tous les ans et qu'il faut qu'on revoie nos outils tous les ans parce que ça évolue très, très vite. Et puis, la deuxième chose, c'est le savoir-être. Et quand on demande aux entreprises ce qui ont fait qu'ils ont survécu, on le voit, on parlait du tourisme, mais peut-être que le mot qui qualifie le mieux les gens du secteur du tourisme ici à La Rochelle, c'est la résilience. Ils n'ont pas baissé les bras quand ils ont vu tout s'écrouler au mois de mars, alors que c'était le début de la saison, ils n'ont pas baissé les bras, ils sont remotivés. Et pour essayer d'y arriver quand même et de ramasser un maximum de parts de marché en juillet et août. Et ça, c'est cet esprit de résilience qu'il faut absolument travailler chez les étudiants parce que c'est la compétence clé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on leur balance à figure, quoi qu'il arrive en entreprise, quoi qu'il arrive à leurs équipes, il faut qu'ils arrivent, qu'ils continuent, qu'ils trouvent un moyen de rebondir toujours, encore et toujours, parce que c'est ça qui va les faire réussir. Et puis, pour terminer, Joël qui me gronde avec ses yeux. Pour terminer, ce que j'ai dit aux étudiants en discours de rentrée, surtout aux 5e année là, qui sont présents, merci d'ailleurs à eux d'être là pour cette conférence et nous aider. Ce que je leur ai dit, c'est que moi, j'aimerais bien avoir 20 ans, contrairement à ce que dit le président Macron, moi, j'aimerais bien avoir 20 ans en 2020. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est en plein marasme, en pleine crise, et là on vit deux crises, on vit la crise numérique et on vit en plus la crise de la Covid. Et en pleine crise, finalement, quand on a du talent, quand on a de l'allant, quand on est bien formé, quand on a des compétences, il y a des places à prendre. Et les plus grands talents, ils sont nés en plein milieu des crises. Et c'est ça, nous, notre rôle à nous, en tant que formateurs, c'est de les aider à être ces futurs talents des entreprises. Et quand on y pense, parce que dans la salle, on peut se le dire, quand on avait 20 ans, donc il y a une trentaine d'années, les choses étaient quand même très, très sclérosées. On savait que pour atteindre le poste de machin, il fallait attendre 10 ans, 15 ans, etc. Il fallait passer par ça, il fallait faire un billet, il fallait voilà. Et là, aujourd'hui, parce qu'ils ont des compétences qui sont recherchées par les entreprises, ils peuvent sauter beaucoup d'étapes. Donc voilà, je pense qu'au contraire, il faut être extrêmement optimiste pour cette génération qui vient. Et il y a deux freins majeurs dans la réussite dans la vie, c'est la peur et la plainte. Et donc j'interdis mes étudiants et de se plaindre et d'avoir peur parce qu'ils vivent une époque fantastique. Et on devrait arrêter de leur dire le contraire. Voilà. Merci. Alors, je vais donner la parole à M. Roy qui va pouvoir corriger tout ce qui a été dit éventuellement, confirmer. Du tout. Et en particulier, c'est bien de se réjouir d'avoir des beaux effectifs, mais est-ce qu'il y a de l'emploi au bout? Oui, on est optimiste, mais je serais étudiant, je serais quand même un petit peu inquiet. Quel est votre avis? Alors oui, c'est une vraie bonne question. Alors peut-être repréciser un tout petit peu de là où je parle, parce que l'appellation de la fonction ne dit pas tout. Je travaille au pôle formation et emploi de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc nous, avec un peu nos spécialités, puisqu'on a des compétences en matière de formation, qui sont des compétences qui sont plutôt tournées vers des populations adultes, puisque la question de l'apprentissage pour nous est quelque chose d'un petit peu plus lointain maintenant, eu égard à la réforme. Mais là, ce dont je voulais plus parler, sur la question des impacts sur l'offre de formation, c'est plus pour des populations de demandeurs d'emploi ou d'actifs qui sont en montée de compétences, qui sont en recherche d'amélioration de leur niveau de performance dans les entreprises. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui nous concerne, au moment du confinement, les choses sont présentées de manière un petit peu compliquée, puisqu'on a à peu près on a fait une enquête auprès de 250 organismes de formation de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous ont fait remonter un petit peu leurs difficultés. Et ce qu'on a pu noter, c'est qu'on avait à peu près 75% des organismes de formation qui avaient pu continuer leur activité et donc faire perdurer l'offre de formation telle qu'elle existait,
mais que, de fait, 25% avaient arrêté complètement l'activité. Et ça a impacté aussi sur les personnels des organismes de formation. Pour 20% d'entre eux, ils se sont retrouvés dans des situations de chômage partiel. À l'époque, juste avant que le confinement ne se mette en place, on était à peu près à 2000 sessions de formation actives en région Nouvelle-Aquitaine. 2000 sessions, vous multipliez en moyenne par 10 apprenants à peu près par session, ça vous fait à peu près 20 000 apprenants qui étaient potentiellement concernés. Ce qu'on a observé, c'est qu'on a à peu près 50% des actions qui ont pu se maintenir, eu égard à la spécificité de la formation, parce que c'était possible à distance, parce que les contenus de formation l'autorisaient. Pour autant, on a à peu près 50% des apprenants qui ont dû décrocher directement ou progressivement de ces actions de formation, et en partie liées à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est des problématiques d'équipement, des problématiques aussi de maîtrise de l'outil numérique à distance. Et on va en reparler certainement dans un instant, parce que ça a été évoqué cet après-midi, mais je crois encore une fois que la fracture numérique nous est remontée en pleine figure à cette occasion-là. Et puis des choses aussi relativement simples, c'est que quand on est dans les métiers en formation, je sais pas, secteur industrie, secteur bâtiment, dès qu'on ne peut plus accéder au plateau technique, c'est vite réglé, quoi. Voilà, mais à partir du courant de l'été, les choses sont revenues progressivement à la normale, avec des organismes de formation qui nous ont proposé un plan de continuité d'activité, et sur lequel, donc, nous, on a pu leur garantir à la fois la rémunération des stagiaires, parce que ça, c'était fondamental, y compris pour les actions de formation suspendues, mais également le paiement des organismes de formation pour lesquels nous étions engagés, soit au travers de marchés, soit au travers d'actions subventionnées, et derrière, assurer aussi, bien sûr, la continuité pédagogique avec des opérateurs qui, pour certains, étaient déjà très équipés, qui ont pu continuer à faire de la formation, y compris à distance avec des bons outils performants, mais sur lequel, mais pour d'autres, qui étaient beaucoup plus en difficulté. Et on a apporté le soutien à la fois de notre agence régionale pour la formation et l'emploi, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui s'appelle Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Et on s'est appuyé aussi sur une plateforme assez performante qu'on est allé voir chez nos voisins d'Occitanie, et sur laquelle on a essayé de s'appuyer. L'Université de Poitiers aussi nous a beaucoup aidé, notamment pour les formations sanitaires et sociales, puisqu'il y a une plateforme numérique qui est très intéressante par rapport aux formations d'infirmiers, et sur lesquelles on a fait le transfert sur des formations de kinés, d'orthophonistes, mais également des formations infra-bac sur les aides-soignants, ambulanciers et auxiliaires de PER. Donc on a, juste pour conclure sur cette partie-là, nous en tout cas, cette crise, elle est synonyme d'accélérateur de particules. C'est clair qu'il y avait pas mal de chantiers qui étaient déjà en cours, mais là, on va aller beaucoup plus vite. Et notre élu tout à l'heure l'a évoqué à propos du tourisme, mais peut-être on reparlera de ces points-là. Alors, quelles sont les tendances sur les filières? Est-ce que vous voyez des choses qui se dessinent? Alors, comme le disait tout à l'heure Laurent Copin de Pôle emploi, les métiers vont demeurer pour un certain nombre. Les filières, elles sont là. Nous, en tout cas, ce que la région a fait comme choix, c'est de s'organiser autour de 19 filières dites prioritaires. Et ces filières prioritaires, elles structurent à la fois nos politiques économiques et nos politiques de formation. Et donc, par rapport à la formation, on est en train d'aujourd'hui de préparer une nouvelle campagne de marché public pour 2021, au-delà de ce que nous avons déjà comme offre structurante. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'observer que, vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais certainement pas parlé, par exemple, d'une filière qui est celle de la mobilité décarbonée. Aujourd'hui, la mobilité décarbonée, ça fait partie intégrante des axes de travail que nous portons avec nos collègues du DEVECO et avec nos collègues de la formation. Autour des mobilités décarbonées, on peut se dire que demain, des nouvelles compétences seront à développer, notamment autour de la filière des batteries nouvelle génération, sur lesquelles les acteurs économiques de la Nouvelle-Aquitaine, pour certains, s'engagent. Sur le numérique, on l'a évoqué, il y a les métiers qui aujourd'hui structurent la filière, mais il y a derrière ça probablement de nouvelles compétences qui vont se développer autour des métiers numériques éco-responsables, c'est-à-dire comment on accompagne la pratique du numérique
dans une dynamique toute vertueuse dans les entreprises qui ont avancé sur ce terrain, mais aussi dans celles qui sont très bien avancées, mais qui ont besoin de revisiter un petit peu leurs pratiques en la matière. Donc on parle de médiateurs numériques, on parle d'ambassadeurs du numérique, donc probablement qu'on a des axes de formation là, qui demain pourraient se dessiner. Autour du recyclage aussi, de la valorisation des déchets. Là, on a des évolutions en matière de tri, automatisation, robotisation, des process et des procédés. Et donc, à partir de là, des nouveaux métiers et de nouvelles compétences aussi qui peuvent s'affirmer demain comme étant des axes structurants du programme régional de formation. Et puis, un dernier exemple, et puis j'arrêterai là, les énergies alternatives. On pense que là, demain, il va falloir qu'on avance sur des métiers autour des applications du photovoltaïque et pourquoi pas de la microméthanisation, puisqu'on a aujourd'hui des unités de production d'énergie qui sont beaucoup plus à la main, alors des particuliers ou de petites entités, et qu'on peut raisonner aujourd'hui sur du développement un peu plus de masse, donc derrière de l'incidence sur les compétences et donc les formations. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, ces détails très intéressants. Je vais redonner la parole, le temps est court, mais je vais redonner la parole à Karen et à Anne Ségolène. Ah, pardon. On parle beaucoup de plan de relance, il y a des milliards qui sont déversés, il y a le projet de loi de finances aussi qui distribue quelques milliards. Je voulais savoir l'impact, les retombées, les perspectives que ça vous donne en tant que représentant d'établissement supérieur, ces différents plans. Karen, tu commences ? Notamment la rénovation de l'habitat est un des points clés du projet de loi de finances. Donc j'imagine pour toi, ça va avoir des conséquences. On a plusieurs impacts, notamment sur le développement de la recherche, puisqu'on a des investissements massifs qui vont nous permettre, je pense, de développer le LINEAC, notre laboratoire de recherche, et développer aussi des partenariats avec des laboratoires publics. Donc ça, c'est un des éléments. Ensuite, le deuxième élément... la volonté du campus de La Rochelle, c'est vraiment d'accompagner, en tout cas sur la filière BTP, les entreprises à la transition sociétale. J'appelle transition sociétale, c'est-à-dire une transition vers un côté RSE et développement durable. Donc on va agir sur plusieurs champs, notamment au niveau de nos options, en développant une option ligne construction en février 2021, et puis en allant plus loin dans notre option réhabilitation énergétique. Puisque au niveau de la réhabilitation énergétique, pour moi, il faut prendre en compte différents contextes et avoir une vision globale par rapport à cet élément, que ce soit la prise en compte du bilan carbone des éléments que l'on va mettre en œuvre dans la rénovation, que ce soit aussi les qualités des ambiances intérieures pour pouvoir permettre un air sain au niveau des réhabilitations et prendre en compte en fait les leçons de cette crise sanitaire, puisqu'on a des soucis là au niveau des différentes ventilations des bâtiments qui ne sont pas spécialement favorables à l'évacuation du virus au niveau des bâtiments. Et puis bien sûr la rénovation énergétique telle qu'on pourrait l'entendre avec l'efficacité énergétique des différents équipements, que ce soit du photovoltaïque ou d'autres éléments. Et la prise en compte des potentiels d'isolation des différents matériaux qu'on va mettre en place. Donc en fait, par rapport à cette option, on va investir massivement pour que nos élèves aient vraiment une vision holistique de la réhabilitation des bâtiments et ne se centrent pas uniquement sur la performance en tant que telle du bâtiment, mais sur la qualité de vie à l'intérieur et le bilan carbone que la rénovation énergétique peut générer. Merci pour ces explications. Je repose la même question à Anne Ségolène. Alors, Alexis, sans attendre, en fait, même l'année prochaine, nous lançons une dominante en numérique responsable. Qu'est-ce que c'est que le numérique responsable ? On le voit tous, on échange tous sur les réseaux sociaux, on garde des vidéos, on garde des photos sur le cloud. Tout ça, ça a un impact environnemental très fort. Quand la dernière fois, la présidente du BDE annonçait toutes les activités de la semaine, un dimanche, et sans s'en rendre compte, en fait, elle a envoyé son message contenait des photos assez lourdes, et sans s'en rendre compte, elle a envoyé à 1600 apprenants 6 mégaoctets de données. Et donc, quand on a arrêté le mail avant qu'il parte,
Et en fait, quand on prend conscience de ce que ça nécessite, juste en transformant en nombre d'heures d'ampoules consommées, on se rend compte de l'impact en fait d'un mail, d'un échange de mails, parfois de choses qu'on poste sur les réseaux sociaux, qui sont téléchargées, voilà, et qui ont un impact sur l'environnement. Et puis, peut-être l'axe le plus important du numérique responsable, c'est le hardware. C'est le téléphone portable qu'on va changer tous les 2 ans et qu'on nous incite à changer tous les 2 ans. C'est l'ordinateur qu'on va changer, pareil, tous les 3-4 ans. Et quand on est une entreprise, il faut être en permanence au vent de la bouée. Alors, on va changer les bornes Wi-Fi, on va en rajouter un peu plus pour qu'il y ait plus de flux. On va changer les ordinateurs, les serveurs, etc. Et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait après? Et toutes ces réflexions-là, aujourd'hui, elles sont devenues stratégiques dans les entreprises. Et si elles ne le sont pas, eh bien, elles vont le devenir. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a signé la charte du numérique responsable, et je vous invite à le faire, c'est-à-dire à partir dans une démarche de responsabilité numérique. Et puis, on a développé pour nos étudiants 7 dominantes qui va leur permettre d'être véritablement des experts au niveau stratégique de l'entreprise, parce que derrière, c'est un impact sur l'organisation, c'est un impact sur... c'est pas seulement les systèmes d'information, c'est les process, c'est les usages, et donc ce sont des gens qui vont être situés au plus haut de l'organisation. Et puis, enfin, on va faire certifier l'ensemble de nos étudiants dans cette démarche. On pense vraiment que ça s'inscrit dans une... Enfin, c'est de l'écologie, mais concrète, pragmatique, voilà, durable. Et donc, ça, le numérique responsable, ça nous touche tous. Et on a voulu, sans attendre, ouvrir cette année cette dominante. Et puis, on ouvre aussi une dominante en e-santé, parce qu'on se rend compte que dans cette crise, on s'en est rendu compte. La problématique, et là, pour les mois qui viennent, les années qui viennent, ça va être la data. C'est comment est-ce qu'on modélise, comment est-ce qu'on exploite, comment on calcule le plus rapidement possible, comment, voilà. Ben, tout ça, c'est ce que nos étudiants vont apprendre à faire. Et puis, on en profite aussi pour développer un bachelor, donc un bac +3, en intelligence artificielle et big data, toujours dans la même réflexion, parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'entreprises ont besoin de ce type d'expertise. Et donc, pour une population différente voilà, Désolé, il faut qu'on d'ingénieur. respecte le temps. Voilà. Pierre-Marie, tu veux peut-être rajouter un truc rapidement? Je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs de tout à l'heure, mais je veux bien rajouter un truc. Il n'y a pas de souci. Non, alors peut-être, donc pour se mettre en perspective et se tourner sur nous, en tout cas, comment ça nous bouge sur notre conception de l'offre de formation. C'est clair que demain, on ne formera plus de la même manière. Et même si le mouvement était déjà un peu amorcé, et je prendrai comme exemple un dispositif qui s'appelle l'action de formation en situation de travail. Beaucoup ont entendu parler de la FEST. On a appuyé, nous, sur le bouton avec un appel à projet, mais ça existe bien à bien d'autres endroits, bien ailleurs, et depuis déjà beaucoup d'années. Mais l'idée étant face à, et M. Autil le disait tout à l'heure, aux besoins des entreprises, aux besoins des compétences, à cette nécessité de faire du sur-mesure, parce que le produit, il est fait de telle manière que le savoir-faire, il est dans l'entreprise. Il y a cette possibilité aujourd'hui de faire combiner et de faire s'associer des entreprises et des organismes de formation pour pouvoir construire la compétence in situ. La construire dans l'entreprise, faire en sorte que l'entreprise puisse prendre la main sur la transmission de la compétence, mais avec derrière l'expertise de l'organisme de formation qui va apporter tout son savoir sur l'ingénierie, sur la construction de séquences pédagogiques et sur comment on va jusqu'au terme, jusqu'à la certification, la qualification qui va bien. Et on a mené sur ce territoire un certain nombre d'expériences. Il se trouve que c'est en particulier dans le domaine du nautisme, mais il y a aussi donc d'autres perspectives de ce côté-là. Donc c'est aussi une autre manière de penser la formation, de l'ouvrir à d'autres espaces et d'impliquer encore autant que faire se peut l'entreprise comme acteur du process d'apprentissage. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'en citerai quand même un autre, qui est qu'on a ouvert là, depuis quelques mois, un fonds régional d'innovation pour la formation.
Ce fonds régional d'innovation pour la formation a vocation à, là aussi, rebrasser les cartes, repermettre aux acteurs de s'interroger et d'innover, de façon à ce qu'on puisse demain continuer à engager des actions de formation, mais d'une autre manière. Et là, je prends un exemple en particulier, je profite de la présence de l'Atlantic Cluster pour citer cet exemple-là. On a un opérateur de formation qui s'est associé avec une entreprise qui est spécialisée dans la production de supports virtuels ou de réalité augmentée, et qui sont en train de reprendre des séquences métiers du nautisme, de façon à pouvoir les traduire en séquences pédagogiques virtuelles ou en réalité augmentée, pour que demain, on puisse apprendre aussi autrement, y revenir si nécessaire en individuel, en semi-collectif, en interaction à distance, comme on veut, et aussi diminuer les coûts de formation, puisqu'on peut aussi avoir moins de matière à utiliser. Donc voilà, 2 petites ouvertures possibles et imaginables sur ce sujet. Merci beaucoup pour toutes ces interventions riches et optimistes. Donc effectivement, je rejoins le dire de... C'est pas dur d'être jeune aujourd'hui, au contraire. Il faut être fier d'avoir 20 ans aujourd'hui. Donc merci pour tout.